États généraux de la justice se poursuivent dans la ville de Kinshasa. Ces travaux se veulent être une véritable autopsie de la justice à travers ses déclinaisons dans plusieurs secteurs. Vous suivrez dans ce journal un condensé de ces travaux depuis le début jusqu'à ce jour. Et à l'international, afin de lever les obstacles financiers et structurels dans les énergies renouvelables en Afrique, le continent doit renforcer les cadres réglementaires pour soutenir la croissance du secteur. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Toutes mes excuses pour ce retard avec lequel nous commençons. Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? C'est la question principale posée aux États généraux de la justice. Ces travaux se veulent être une véritable autopsie de la justice à travers ses déclinaisons dans plusieurs secteurs, la presse, les églises, la culture et art, la politique, le secteur économique. Tout est passé au crible. Un brainstorming général, selon le ministre de la Justice. Il s'agit du début d'une thérapie de choc sans précédent. Patience Lokeke nous fait un résumé de ses travaux. C'est une autopsie générale qui est faite sur l'appareil et les systèmes judiciaires en RDC. Au moment où les rideaux s'apprêtent à se refermer sur ces états généraux, un flashback permet de comprendre que le vœu exprimé par le président Félix Tshisekedi à travers ses travaux est la matérialisation de son engagement pour l'avènement d'un véritable état de droit. Exprimer ces vœux lors de l'ouverture des états généraux de la justice, dont l'un des engagements est l'établissement de l'état de droit. Espère que les travaux de réflexion sur les secteurs de la justice congolaise soient une véritable catharsis afin de guérir la justice du pays de ces maux. C'est donc une lourde responsabilité qui repose sur les épaules du ministre Moutamba en tant que numéro 1 du secteur de la justice. Lors de son allocution aux États généraux de la justice ouvert le 6 novembre à Kinshasa par le président Félix Tshisekedi en sa qualité de magistrat suprême, le chef de l'État a laissé entendre que même si les défis sont énormes, pour redresser l'appareil judiciaire, une dose de volonté est la clé pour amorcer le changement. Plusieurs panélistes ont intervenu au cours de ces travaux, notamment Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias. Son intervention était basée sur la publication du droit de réponse ou des rectifications constitue une réparation à l'égard de la personne lésée. En se référant sur l'article 112 de la loi Mouyaya, il a insisté sur le sens de cet article qui constitue une soupage de sécurité pour les journalistes et un pas vers la dépénalisation. Le magistrat devrait d'abord s'y référer dans le traitement des dossiers contre le journaliste dans l'exercice de leur métier. Bien avant cela, plusieurs propositions sont déjà sur la table devant le magistrat et auxiliaire de la justice ainsi que des justiciables réunis dans la salle de congrès du centre financier de Kinshasa. André Mbata, professeur de droit, a proposé que le chef de l'État devienne le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il a ajouté que le ministre de la Justice et le représentant de la société civile devraient intégrer cet organe. Lambert Mendo Malanga, juriste lui aussi, propose que le parquet dépende désormais du gouvernement. Les travaux, ouverts le 6 novembre, vont se clôturer ce mercredi 13 novembre au Palais du Peuple à Kinshasa. Rendons-nous à Bakou, capitale d'Azerbaïdjan, où la première ministre Judith Suminwa participe à la COP 29 ce mardi 12 novembre. Elle a échangé avec les délégations congolaises qui prennent part à cet événement mondial. Dans son allocution, elle a appelé ses compatriotes à porter haut la voix de la RDC pour gagner le combat de la compensation financière équitable de crédit carbone. Judith Suminwa a insisté sur le combat que mène la RDC pour sa rétribution équitable au regard de sa position de deuxième poumon climatique du monde. Et puis le ministre national des Finances, Doudou Fouambali Koundé, a pris la décision de lever le gel de compte de l'entreprise Kamoto Copper Company KCC, une joint venture entre le groupe Glencore et la Jicamine. C'est ce qui ressort de la séance de travail dirigée ce mardi 12 novembre 2024 par l'Argentier national. Était aussi présent la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka Saini et de représentants de KCC, la chef de l'exécutif provincial, a remercié le gouvernement central pour avoir levé cette mesure. Suivons-la dans ce propos recueilli par Dieudonné Boinali. C'est normal pour
la province de pouvoir suivre, en tout cas pas à pas, tout ce qui se passe avec le groupe KCC. Le groupe KCC est parmi les plus grandes entreprises dans la province du Lualaba, en République démocratique du Congo. Donc, il a à son sein plus de 5 000 travailleurs directs et 20 000 indirects. Donc, c'est une question sociale. Il a fallu que je puisse, en tout cas, venir à la source pour savoir exactement ce qui se passe. Bien évidemment, nous échangeons avec Madame la PCA à chaque instant et à chaque étape de ces discussions. La bonne nouvelle est que nous pouvons souffler aujourd'hui, et je l'ai dit à la population du Lualaba qui était en enquête, et beaucoup plus particulièrement aux travailleurs du groupe KCC, qu'une solution, en tout cas, est en train de se trouver. Et c'est pour cela que nous disons un grand merci au ministre des Finances qui a pu écouter la voix de la province, la voix de la société. Ils vont rester dans les discussions qui vont continuer, mais ce qui est bon, c'est que, en tout cas, à ce qui nous a confirmé, nous pouvons rentrer en juin au niveau de la province de Lualaba et que la population de la province puisse se sentir, en tout cas, sécurisée et touchée parce que le ministre des Finances a été d'une oreille attentive. Évidemment, les comptes sont levés, les comptes étaient bloqués. Aujourd'hui, les comptes sont levés, moyennant les conditions qu'il a données, qui vont prendre quelques heures seulement. Mais la plus belle et la bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent travailler normalement. Ils travaillaient, mais pas à 100% parce que le compte était bloqué. Mais là, ils peuvent maintenant travailler en sachant que toutes les opérations liées aux finances peuvent être participées. Et pour en parler, nous recevons dans ce journal Dieudonné Boinali, journaliste économique à Géopolis Forum. Bonsoir à vous, Dieudonné Boinali. Bonsoir Damani Mujinga, bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs. Alors présentez-nous un peu KCC, que signifie cet acronyme et que fait-elle concrètement? KCC signifie tout simplement Kamoto Copper Company. C'est une jointe venture entre les groupes miniers Glencore et la parapublique générale des carrières et des mines, GECAMINE en sigle. KCC détient, je voulais dire Glencore détient 75% des parts dans la jointe venture KCC et le reste 25% appartiennent à la congolaise GECAMINE. Cette entreprise est spécialisée dans la production du cuivre et du cobalt dans la province du Lualaba. Depuis 2020, elle est considérée comme la société qui détient les records de la production du cobalt avec plus ou moins 30 000 tonnes de cobalt. Alors, Dieudonné Boinali, on venait là de suivre un élément qui justement parlait de la levée, voilà, la levée des comptes qui ont été gelés il y a quelques mois, mais ces comptes ont été gelés. Alors, pourquoi pouvons-nous savoir la raison pour laquelle ces comptes avaient été gelés et les bureaux scellés aussi? Bon, il s'agit d'un dossier, d'un différend qui tourne autour du paiement des redevances minières, tel qu'est prévu dans les codes miniers. KCC, je l'ai dit dans mon introduction, c'est une co-entreprise entre le groupe Glencore et GECAMINE. Et il se trouve que comme Glencore a 75% des parts, la réalité a voulu que Glencore en soit l'actionnaire non seulement majoritaire, mais aussi gérant. Comme toute entreprise, vous êtes appelé à payer les droits. Il s'agit des redevances, les impôts et taxes dus à l'État et à tous ces démembrements que sont les provinces. Et il s'agit aussi des entreprises publiques. Et il se trouve que Glencore, en cette matière-là, il y a une certaine lourdeur administrative qui consiste à ne pas payer les impôts et taxes à temps. Et cette entreprise, vous vous souvenez, elle a été suspendue par l'administration américaine pour les mêmes raisons.
Et au mois de mai dernier, Oui. la Direction générale des recettes administratives, domaniales et des participations des GERAD, considérée comme la troisième régie financière de la République démocratique du Congo, avait, via ses services, demandé à la justice de geler les comptes des Glencore Glencore, oui. via KCC. Non seulement ça, les usines ont été scellées, donnant un coup d'arrêt à la production. Et ce qui a occasionné un arrêt de travail au niveau des usines, mais au niveau administratif, les travailleurs continuaient à venir travailler, à vaquer à leurs occupations. Et cette entreprise emploie au jour d'aujourd'hui plus de 10 000 employés directs et indirects. Et c'est considéré aussi comme la deuxième GECAMINE dans les lois là-bas. Et si vous arrêtez la production à KCC, c'est la vie qui s'arrête. Oui. Voilà l'intérêt. Plusieurs Et personnes même iraient au chômage. voilà ce qui justifie même la présence de la chef de l'exécutif provincial d'Iloalaba, qui est venue à la rescousse des KCC, plaider pour la cause KCC, parce que une grande partie aussi des recettes minières provinciales proviennent aussi de cette entreprise. Alors, Dieudonné Boinali, est-ce que l'État congolais a reçu les paiements des taxes réclamées? Bon, au niveau de la DGRAD, selon des sources concordantes, on parle de plus de 800 millions de dollars américains que doit KCC au trésor public. Ces paiements doivent être effectués via la DGRAD. Okay. Et ce qui n'a pas été fait, la haute direction des KCC, conduite par la présidente de Glencore, qui est également présidente du conseil d'administration des KCC, Marie-Chantal Kaminda, avec toute sa suite, elles sont venues négocier avec l'argentier national, Doudou Fouamba. Celui-ci a accédé à leur demande. KCC a demandé un léger moratoire pour leur permettre de payer ce qui est dû au trésor public. C'est ce que l'argentier national, Doudou Fouamba, a accepté parce que les régies financières ont aussi comme obligation d'atteindre les assignations budgétaires. Parce que s'ils n'accédaient pas à leurs demandes, au niveau de la DGRAD par exemple, il sera difficile pour cette régie financière d'atteindre ces assignations budgétaires. Mais cette demande de moratoire a été suivie de certaines conditions. Ce n'est pas un cadeau que Doudou Fouamba a donné à KCC. C'est sous condition. Si dans un délai raisonnable, KCC ne paye pas les droits dits à l'État, le ministre national Doudou Fouamba risque de revenir sur sa décision. Et KCC ne doit pas seulement à l'État congolais, KCC doit aussi à la GECAMINE, doit aussi à ses fournisseurs, doit aussi à certains de ses partenaires. Il y a une dette sociale aussi à payer, parce que pendant le gel des comptes bancaires de l'entreprise, il n'y avait pas de mouvement financier qui était actionné. Voilà un peu la situation de cette entreprise. Je me demande maintenant, bon, pourquoi seulement à KCC? Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui se trouvent dans la même situation. Je pense que le ministre des Finances va suivre ce journal qui, je pense qu'il nous écoute via ses services. Il doit frapper aussi très fort au niveau des autres entreprises minières, parce que nous en avons beaucoup de grandes entreprises, de taille moyenne et de petites entreprises dans les secteurs miniers congolais. L'État a besoin de l'argent. Et vous savez, les premiers moyens de l'État proviennent des impôts et taxes. Si on prive l'État des impôts et taxes, il n'y aura pas moyen que l'État puisse nous construire des routes. Il n'y aura pas des hôpitaux, des centres de santé, des universités dignes d'un nom. Les enfants n'iront pas à l'école. Il n'y aura pas moyen aussi d'Amani Mujinga pour l'État congolais de payer à temps les agents fonctionnaires de l'État, y compris les personnels civils et militaires. Merci à vous. Et surtout d'acheter des armes pour notre armée, pour notre sécurité et pour la défense de notre territoire. Voilà, merci à vous, Dieudonné Boinali, pour cette intervention. Merci aussi Damani Mujinga pour votre invitation. Excusez-moi pour ma voix, je suis un peu grippé.
Voilà, on vous excuse Dieudonné Bonali. On poursuit avec ce journal. L'Agence pour la promotion des classes moyennes et la société Target SRL Congo ont signé ce mardi 12 novembre un protocole d'accord dans le domaine de la recherche et de la production des données statistiques. Ce partenariat est destiné à quantifier, évaluer et produire des données qui devraient orienter les politiques publiques. Jojo Moulamba, Giscard Tamba et Eli Kabea. C'est un partenariat inédit qui vient d'être scellé entre Aprocem et Target SARL. Pascal Tchello, directeur général de l'Aprocem, et Serge Mumbu, directeur général de Target, ont signé ces protocoles d'accord. Un accord qui vise à produire des données concernant l'impact de projets socio-économiques sur les classes moyennes congolaises. À travailler ensemble pour essayer de répondre à certains besoins, notamment les besoins de données. Dans notre pays, on n'a pas toujours les données qu'il faut et il faut que nous soyons en mesure de produire des chiffres, de produire des statistiques. Je pense qu'il y a quelques champs d'action. Par exemple, on peut essayer de quantifier un peu tous les différents projets qui sont en train de se faire. Quel a été leur impact socio-économique en termes d'emploi, en termes de création de richesses, d'activités. Je pense que ce sont des pistes que nous pouvons explorer également et pour voir un peu ce qui peut, pour aider aussi le chef de l'État. Aprocem et Target ont mis en place une commission qui va travailler pour la mise en œuvre de cet accord. Les deux structures envisagent de faire avancer la production des données dans le cadre de l'émergence des classes moyennes. Quand nous nous approchons des Target qui a déjà vécu une grande expérience de l'autre noblesse dans la production des données statistiques, c'est donc les responsables de notre pays ont besoin pour pouvoir ajuster les politiques, notamment pour la promotion de l'entrepreneuriat, pour l'émergence des classes moyennes et pour la production, comme le souhaite le chef de l'État, des millionnaires congolais. Donc c'est un défi que nous sommes engagés à affronter ensemble avec Target. À travers ce partenariat, Aprocem et Target auront donc un rôle crucial à jouer dans la mise en place de nouvelles politiques publiques pour l'émergence de classes moyennes congolaises. Et après plusieurs mois des travaux effectués avec la contribution des experts de l'autorité de régulation du marché de sous-traitance dans le secteur privé et ceux du patronat privé congolais, les deux structures ont signé lundi 11 novembre 2024 le procès verbal de validation du guide sectoriel des activités de la sous-traitance en RDC. Après les travaux, la FEC s'est déclarée satisfaite et de son côté, le DG de l'ARSP, Miguel Katam-Kachal, a souligné que cet outil essentiel permet d'assainir le climat des affaires au pays. Suivons-les. Après des longues séances de travail qui ont duré plusieurs mois, avec la contribution des experts de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé et ceux de la Fédération des entreprises du Congo, aujourd'hui se déroule dans cette salle, au siège national de la FEC, la cérémonie des signatures du procès verbal de validation du guide sectoriel des activités de la sous-traitance en RDC. Cela se passe en présence du représentant du ministre de l'Industrie, Petites et Moyennes Entreprises, devant un bel échantillon des opérateurs économiques. Et un peu certains problèmes qui s'est posé par rapport à son application. Et puis les opérateurs économiques et l'ARSP, on s'était convenu qu'il fallait qu'on se réunisse d'abord en commission mixte paritaire pour chercher un document qui pouvait appuyer les textes légaux de façon que l'application ne pose pas les problèmes. C'est ainsi que cette commission, la commission mixte paritaire, s'était réunie et avait travaillé. Et par après aussi, on devrait réunir les experts des deux côtés, du côté du secteur privé qui est représenté par la Fédération des entreprises du Congo et du côté aussi de l'ARSP. Les experts des deux côtés ont travaillé pendant plusieurs mois pour donner les détails bien expliqués de façon que l'application soit beaucoup plus claire et ne pose pas les problèmes. Que maintenant nous parlons le même langage par rapport au kit sectoriel dont on a fait.
Le DG de la RSP, Miguel Cachal, a souligné que cet outil essentiel vient optimiser l'application sans faille de la loi sur la sous-traitance. Aujourd'hui, tout le monde est éclairé au travers de ces guides sectoriels et nous avons défini les champs d'application de chaque secteur en République démocratique du Congo, et tout c'est dans l'intérêt du bon climat des affaires, parce que qui dit climat des affaires, c'est que les opérateurs économiques doivent très bien comprendre la loi en question et les champs d'application de cette loi. C'est ce qui vient d'être fait aujourd'hui. Ça ne fait que renforcer et les liens entre l'ARSP et les opérateurs économiques au travers de la FEC. Et sur ce, nous tenons d'ailleurs à saluer, à féliciter nos partenaires de la FEC qui tient à accompagner cette vision chère au chef de l'État en tenant compte du bon climat des affaires. Comme vous le savez, les chefs de l'État étant les garants du climat des affaires veillent à ce que tout se passe dans la conformité et dans les normes. Les experts de la FEC et de la RSP ont pour leur part salué cet aboutissement avec succès d'un travail de titan qui vient résoudre un problème majeur lié à l'interprétation des textes juridiques qui réglementent les activités de la sous-traitance dans tous les secteurs confondus de la vie économique nationale. Face aux défis posés par les maladies chroniques comme le cancer, le ministre de la Santé, son Excellence Dr Samuel Roger Kamba, a salué les efforts du centre hospitalier Nganda et a souligné l'importance de l'engagement du secteur privé dans la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle. Il a, à travers la visite qu'il a effectuée dans le centre Nganda, rappelé que les partenariats publics-privés sont essentiels pour la réussite du système de santé congolais. Suivez les détails dans cet élément. Face aux défis posés par les maladies chroniques comme les cancers, le ministre de la Santé, son Excellence Dr Samuel Roger Kamba, a salué les efforts du centre hospitalier Nganda et a souligné l'importance de l'engagement du secteur privé dans la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle conformément à la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Il a rappelé que le partenariat public-privé sont essentiels pour la réussite du système de santé congolais. Je suis convaincu que le privé et le public doivent marcher ensemble. On voit que même si le public doit s'assurer fondamentalement du bien-être de la société, le privé ne peut que s'aligner dans le même sens. Bien entendu, on ne crée pas la richesse avec la pauvreté, on crée la richesse avec la richesse. Et donc j'encourage le privé à faire encore plus pour que nous tous nous élevions notre niveau. Il a également félicité le centre pour son initiative d'agrandir ses capacités et de répondre aux besoins croissants de la population, notamment en matière de soins lourds. On voit que les maladies chroniques, dont le cancer, prennent de plus en plus le pas. Et donc on assiste à un shift de l'épidémiologie avec, nous sommes déjà autour de 8% du poids de la mortalité portée par les maladies chroniques. Et donc avoir vu à l'avance qu'il y a besoin et anticipé et mise les efforts en marche pour y arriver, c'est aussi la félicité. Maintenant, travailler pour la responsabilité sociétale, c'est-à-dire avec la communauté, pour créer de l'emploi, pour répondre aux besoins locaux, c'est aussi encore à féliciter. Signalons que ce partenariat permet au centre de bénéficier d'un soutien pour le renforcement des capacités du personnel, la fourniture d'équipements médicaux et l'accès à des allègements fiscaux et douaniers. Madame, Messieurs, allons au-delà de nos frontières avec la page internationale. La production africaine d'or d'Anglo-Gold Ashanti s'est estimée à 1,12 million d'onces d'or au cours des 9 premiers mois de 2024. Bien que cette performance reste solide, elle marque une baisse d'environ 1% par rapport à la même période en 2023. En effet, Anglo-Gold Ashanti a traversé une période relativement stable en Afrique en 2024, bien que des défis demeurent, notamment à la mine de Kibali en République démocratique du Congo. Suivez.
Millions d'onces, c'est le volume de la production d'or enregistrée sur les sites africains du minier mondial AngloGold Ashanti au cours des 9 premiers mois de 2024. La production africaine d'or du Britannique AngloGold a ainsi connu un repli d'1% à fin septembre 2024 par rapport à la même période en 2023 où la compagnie avait extrait 1,13 million d'onces d'or. Ce léger recul a été attribué à des variations dans la production de certaines mines clés, notamment à Kibali, en République démocratique du Congo, RDC, où des teneurs plus faibles ont entraîné une baisse significative de la production. Le recul de l'activité aurifère à la mine d'or de Kibali en RDC est certes localement impactant, mais globalement impactant. Il va sans dire qu'une baisse de performance à Kibali induit une baisse de production à l'échelle du groupe. Dans l'ensemble, les mines détenues par AngloGold Ashanti en Afrique de l'Ouest et de l'Est ont connu des performances. Les sites de Geita en Tanzanie, Sigiri en Guinée, ainsi que les sites ghanéens d'Idoua Prium et Abouachi ont enregistré des performances relativement stables à fin septembre 2024. En revanche, la mine de Kibali située en RDC et co-détenue par AngloGold Ashanti et Barrick Gold a enregistré un déclin de la production de 8%. La mine a produit 229 000 onces d'or durant la période sous revue. L'or est une ressource non renouvelable et donc épuisable qui, après une phase de montée en production dans une mine mature, finit dans le temps par atteindre sa production maximale et commence alors à fléchir. Cette baisse de production à Kibali s'explique également par les opérations d'arrêt programmé pour la révision et la maintenance. Actuellement, le continent représente environ 60% de la production d'or du groupe et cette proportion est appelée à croître de manière significative en 2025 avec l'intégration de la mine Choukari, la plus grande mine d'or d'Égypte, au portefeuille de la compagnie. L'Afrique continue de jouer un rôle central dans les ambitions d'AngloGold Ashanti. Bien que les énergies renouvelables aient pris la tête des investissements non cotés, des efforts restent nécessaires pour lever les obstacles financiers et structurels, renforcer le cadre réglementaire, promouvoir les partenariats publics-privés et développer des compétences locales sont des étapes clés pour soutenir la croissance du secteur en Afrique. Suivez. En 2023, les énergies renouvelables ont attiré 37% des investissements non cotés en Afrique, une première pour ces secteurs qui dépassent les services financiers longtemps dominants. Les capitaux se détournent des énergies fossiles, dont la plupart des investissements n'atteignent plus que 4% au profit de solutions plus durables. Cette dynamique traduit une prise de conscience croissante et une préférence des investisseurs pour des actifs verts, jugés stratégiques dans un continent en quête de résilience face aux défis climatiques. Globalement sur les continents, alors que les investissements totaux non cotés ont connu une baisse de 24% entre 2022 et 2023, passant de 6,5 milliards à 5 milliards de dollars, les services financiers, autrefois en tête avec 37% des investissements en 2022, ont suivi la même tendance en chutant à 10% rien qu'en 2023. Les autres secteurs ont maintenu des parts d'investissement relativement stables, entre 10% et 13%, tandis que l'agroalimentaire a vu sa part tripler, passant de 1% à 8%. L'Afrique du Sud domine les flux d'investissement non cotés avec près de 47% des capitaux attirés en 2023. Les Kenya et la Côte d'Ivoire suivent avec respectivement 11% et 7% des investissements soutenus par leur dynamisme et leur potentiel dans les secteurs des infrastructures vertes. Le Nigeria, autrefois au sommet des destinations d'investissement, a vu sa part se réduire à 6%, conséquence d'une baisse d'engouement pour les fintech, un secteur devenu moins prioritaire l'année dernière. Pour les gouvernements, ces projets offrent une alternative pour répondre aux besoins énergétiques tout en limitant la dépendance aux combustibles importés et en stabilisant les finances publiques. C'est avec cette page internationale que nous mettons un terme à ce journal. Je vous rappelle les différents titres.
Les états généraux de la justice se poursuivent dans la ville de Kinshasa. Ces travaux se veulent être une véritable autopsie de la justice à travers ses déclinaisons dans plusieurs secteurs. Vous avez suivi dans ce journal un condensé de ces travaux depuis le début jusqu'à ce jour. Et à l'international, afin de lever les obstacles financiers et structurels dans les énergies renouvelables en Afrique, le continent doit renforcer les cadres réglementaires pour soutenir la croissance du secteur. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de votre aimable attention et surtout, restez branchés au programme de Géopolis Télévision. Au revoir et bonne soirée.